Salut, c'est les Jérôme. Avant de réaliser notre dalle de terre, quelques interventions à faire, notamment les nombreuses choses qui vont être enfouies sous cette dalle. Alors on vous montre ce que et comment on a fait. On commence par le coin où il reste encore quelques trous dans la maçonnerie. On avait déjà fait passer l'évacuation des eaux grises et les gaines pour l'arrivée d'eau. Et on avait volontairement laissé les trous ouverts pour pouvoir continuer la pose des gaines, autant en profiter. Il faut tout de même un peu démonter la maçonnerie pour avoir plus de place. Et aussi car cette partie a été étrangement maçonnée avec de vieilles briques au plâtre et disposées un peu n'importe comment. Voilà, on voit plus clair. On a atteint le sol du couloir qui est plus haut. Il y a même une gaine électrique sous la dalle béton. Et cette dalle n'est pas très épaisse et elle est posée sur un polyane. Pour ça, ce sera le travail d'un autre moment, mais on va déjà profiter de ce trou pour planifier les conduites d'eau et des charges vers les toilettes. D'abord, on va s'occuper du trou dans lequel on retrouve les anciens tubes et décharges. Fonte, cuivre, PVC, plomb, il y a tout. Alors, comme une grosse pierre d'angle semble avoir été retirée pour poser tout ça, et qu'on va devoir creuser un peu plus, on a posé le cric hydraulique, histoire de ne pas risquer de déstabiliser la pierre du dessus, qui ne semble déjà pas reposer sur grand chose. Quand on a préparé notre assemblage de décharge des eaux grises, on avait aussi prévu la connexion qui viendra des WC. Alors oui, le tube est d'un fin diamètre, mais il ne s'agira que de l'eau des lavabos, puisque nos toilettes sont des toilettes sèches et qui n'ont pas besoin d'eau ni d'évacuation. Tip top. On profite donc d'avoir accès à tout ça pour préparer un maximum la suite. Comme de l'autre côté le sol est plus haut, on a déjà accès à la partie sous la dalle. Il y aura donc aussi les tubes pour l'eau. Enfin, pour l'instant, juste des gaines, puisque tout est en attente de l'autre côté. Bon, pour la partie vers l'extérieur, il faudrait pouvoir retrouver où se trouve ce qui est encore en place. On a donc commencé à creuser dans le soubassement en béton. On retrouve le tube de cuivre de l'arrivée d'eau, très à fleur de façade, les conduites devaient geler tout le temps, ça devait pas être pratique. Et creusons plus loin. On retrouve le conduit en fonte et il est raccordé au regard d'eau de pluie et non à la fosse septique comme on le pensait. On retire ce qu'on peut du conduit pour dégager et le tube est occulté pour ne pas que de la terre ou du remblai aille boucher les canalisations d'eau pluviale. Ici sont déjà en attente le tube d'évacuation et les gaines pour l'arrivée d'eau du futur qui sont plus basses encore. Mais on veut également faire les départs et sorties d'électricité. Alors on va creuser un peu plus dans la pierre pour descendre. Voilà, ça nous fait une tranchée assez profonde pour les gaines. On les y a logés et ramenés jusqu'au mur où sera le tableau électrique, enfin un des tableaux électriques de la maison. Et un peu de maçonnerie pour sceller tout ça et reformer l'angle du mur. On peut ensuite sceller ce qui part vers le couloir et puis tout refermer. Hop, et voilà. Pour maintenant, on va s'occuper des tubes de chauffage. Il faut en effet qu'on ramène les conduits depuis la cave vers le débarras où il y aura une partie technique. Ce sont donc des tubes de plus gros diamètre, 20-26 pour être précis. Et tout cela a fait l'objet d'un dimensionnement par calcul. On y reviendra peut-être dans une vidéo future.
Au départ de la cave, on a prévu assez bien deux conduits pour le chauffage, mais aussi pour le ballon d'eau chaude sanitaire. Pour ce circuit, on va isoler la gaine. Exactement comme on l'a fait pour les gaines qui passent à travers le mur, on glisse un isolant dans la gaine TPC. On l'a fait par section pour la longueur du tube qui va de la cave au ballon. Il est ainsi mieux isolé que les tubes de chauffage, parce qu'ici on veut minimiser les pertes. Celles des tubes de chauffage iront dans la dalle de terre, et ce n'est pas vraiment perdu, mais de l'eau chaude, il nous en faut aussi en été, où là, les pertes dans la dalle ne nous intéressent pas, au contraire. Et donc ça part dans la cave. On a bien rassemblé les sections de gaines pour ne pas que cela bouge et que l'isolation soit continue. Les tubes remontent le long du mur et on y ajoutera certainement aussi de l'isolant par-dessus l'existant, ne serait-ce que sur les parties en contact avec le mur. Voilà donc pour la partie vers la remise. Il y aura aussi à faire des tubes vers la cloison de la remise qui sera la cuisine de l'autre côté. Et il reste aussi les tubes qui partent vers les radiateurs du rez-de-chaussée. On les a déjà raccordés avec celui qui est du côté de la dalle béton au-dessus de la cave. Il nous reste donc à faire la connexion de tout ça vers la cave. Alors d'abord couper le tube à dimension. Puis il est gainé. Et enfin, quand tout est bon, on peut sertir les raccords. Et tant qu'à faire, un peu d'isolant sur le tout, ce qui protégera les raccords de la corrosion et du contact avec la terre. Jusqu'ici, on a pu poser tous nos tubes pour le chauffage sans aucun raccord inaccessible. Et en fait, même sans aucun raccord du tout. Ici, ce sera l'exception. Mais bon, oui, c'est pas idéal, mais c'est comme ça. Alors avant de refermer et de faire la dalle, on aimerait s'assurer que tout ça est bien étanche. Mais ça va nous être difficile de faire le test sous pression avec de l'eau parce que rien n'existe à la cave. Pour remédier à ça, on s'est confectionné un banc d'essai en quelque sorte avec un des futurs collecteurs. On a mis 2 raccords à compression pour les tubes à tester, un manomètre et une connexion pneumatique rapide, le tout derrière des vannes. On va donc faire le test des tubes sous air comprimé. On peut en effet mettre le circuit sous pression avec notre compresseur et faire le test à 5 bars. Évidemment, on a installé des vannes sur le bout des tubes côté radiateur. Et puis direction la cave pour tester tout ça. L'idée est de mettre l'installation sous pression, fermer les vannes et laisser le tout pendant 24 heures. On peut alors rouvrir les vannes vers les circuits et si la pression n'a pas bougé, tout va bien. Si ça a bougé, on peut alors rechercher où se situe le problème avec un détecteur de fuite de gaz par exemple. Et le fait qu'on peut isoler l'un ou l'autre circuit aide à cela. En même temps ici il n'y a que 2 raccords à tester. On a donc fait ce test. Toutes les vannes sont fermées. Voilà, 5 barres. Évidemment, oui. Mise en place est fait. Et voilà, il y a 5 barres dans le circuit. Et tout était bien. Aucune baisse de pression n'a été constatée après 24 à 48 heures. On pourra refermer en toute confiance. Pour isoler la dalle de terre des murs, on va aussi poser une isolation périphérique comme on l'a fait pour la dalle béton. Les murs ne sont pas droits, alors on va devoir ruser. Par contre, il va falloir enterrer les gaines électriques qu'on a fait passer. On a failli les oublier,
Mais c'est important parce qu'avec les fenêtres de plein pied, au-dessus de la dalle, ce ne sera plus possible. Ou alors il faut passer par le haut des fenêtres, ce qui consommerait beaucoup plus de longueur. Bref, nous voilà repartis sur une bonne base. Alors on commence d'abord avec les seuils des ouvertures. Ici, on veut isoler la dalle de la maçonnerie de la même façon que le fait le mise-à-port. Mais on va aussi prolonger l'isolation vers l'intérieur et plus bas que la maçonnerie. En effet, même si on pose une couche suffisante d'isolant sur la maçonnerie, le coin reste toujours en contact avec la dalle. Alors c'est peut-être minime, mais tout de même. Non mais surtout que pour la dalle de terre, il ne faut absolument aucun contact avec de l'humidité, même potentielle. Ne pensez pas faire comme ça au départ, mais qui ne change jamais d'idée. On veut surtout faire en sorte qu'aucun désordre avec la dalle de terre ne puisse se produire. Et en plus, cela nous permettra aussi d'avoir une résistance thermique à peu près équivalente pour toutes les faces de la dalle. On a dû retirer un peu du granulat et le tasser suffisamment pour accueillir le rebord. Et puis on a coupé tous nos panneaux. Bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à les encoller parce que ça c'était posé à blanc. C'est démonté pour garder l'ordre des pièces parce que parfois on a fait avec des chutes. Ce sera collé au mortier adhésif qui convient parfaitement pour ces matériaux. À la spatule crantée sur la face en attente et une couche lissée pour reboucher les trous sur la face de pose du panneau à venir. On fait ça partout où il y a encore de la maçonnerie visible qui n'est pas isolée par le mise-à-port. Et sur l'alcôve de la cave, il y a quelques coupes un peu plus spécifiques à faire. Une fois que le plâtre a durci, on remet le mise-à-port qu'on a retiré et puis il est compacté. Bref, pour le reste, sur le tour des murs, ça se passe autrement. On pose les panneaux verticalement. Et avec le niveau laser, on visualise où on doit les couper. Évidemment, le remblai dessous a été bien tassé. On en a retiré un peu pour descendre au même niveau que l'isolation des parties maçonnées. Avant tout, plus d'un point de vue stabilité, comme les morceaux sont sur leur petit côté. Et puis on a fait les coupes. Pour les gaines, on a creusé dans le panneau. Heureusement, le liège est une matière facile à travailler. Et les panneaux se coupent facilement à la scie sur table. Tout se met bien et c'est de niveau. Les panneaux avant et arrière sont décalés et ils seront aussi collés entre eux de la même manière que pour les seuils. Et du coup, à la même profondeur, c'est comme le prolongement des parties saillantes. Il n'y a plus qu'à faire le tour. Alors comme le fond n'est pas parfaitement droit, on ne peut pas simplement mesurer la hauteur à couper, qui peut en fait être différente de chaque côté du panneau. C'est pourquoi on marque l'emplacement du trait laser de chaque côté, et puis on trace la ligne de coupe à la craie avant de passer au disque de coupe. Voilà, on y est presque. Et on n'a pas oublié les gaines pour l'eau de la cuisine.
Alors on prépare la colle pour l'assemblage de tous les morceaux une fois qu'il y en a assez à coller, comme l'enduit prend relativement rapidement. Et puis, quand il reste un fond de colle, on y incorpore la sciure issue de la coupe du liège pour réaliser un enduit un peu isolant, ce qui permet de reboucher les trous derrière les plaques. On y avait déjà fait tomber 2 petits morceaux de liège pour caler le panneau. Après ça, on peut remettre le mise à port et tasser. Voilà. Pour terminer, il faut qu'on finisse la maçonnerie laissée en attente dans le trou où il y avait les gros tubes pour l'air chaud. On a mis suffisamment de gaines et même une grosse pour le passage des futurs conduits et tubes, et puis on peut reboucher. Et voilà, toutes les gaines et conduits sont posées, ainsi que l'isolation sur tout le tour. Et une dernière petite chose, on a recoupé le géotextile dont on a collé les bords sur le contour. Cela pour ne pas qu'il puisse bouger pendant la phase de réalisation de la dalle de terre et qu'aucune fine particule ne puisse s'immiscer et finir par tomber dessous. Cela nous amène à la dernière chose à faire avant la dalle de terre, un muret de fondation pour une cloison. Et pour ça, on a été se servir dans notre tas de briques de récupération trouvées dans le décombre de la filature pour la plupart. On les a donc ramenés et nettoyés, et ce ne sont que des morceaux, à peine la moitié d'une brique pour certaines, mais ce n'est pas bien important pour le petit muret qu'on va maçonner. Je fais un deuxième vention tout de suite. On a tout ce qu'il faut, alors on va monter tout ça. Notre idée est de faire un mur d'une brique de largeur dans l'épaisseur de la dalle de terre et qui repose sur le mise à port. Vu que ce ne sont que des morceaux inégaux, une pose à blanc s'impose pour trouver une bonne disposition. Alors on fait ça car on a du mal à estimer si la dalle de terre sera suffisamment solide pour supporter sur du long terme la cloison qui viendra ici. Surtout qu'il s'agit d'une cuisine et qu'il sera accroché des meubles avec de la vaisselle, ça peut faire lourd. Alors normalement une dalle de terre peut tout à fait supporter ça, mais on n'a jamais fait ça. Et imaginons qu'on ait un problème, qu'un jour il y ait de l'humidité ou que sais-je. Alors bien sûr on a tout fait et on fera tout pour éviter ces situations. Et autant ne prendre aucun risque pour la structure de la cloison. Au pire, une dalle de terre peut se refaire, mais si des cloisons y reposent, c'est plus compliqué. Et puis c'est une bonne occasion d'utiliser tous ces morceaux de briques. Le muret est sur le mise à port et contre le liège périphérique. Il est donc hors remontée capillaire et dans le volume isolé. Pour la rangée suivante, on s'arrange pour que tout se croise bien. Et le mortier est fait avec du ciment, les derniers sacs qu'il nous restait et qui étaient foutus pour la dalle. Et voilà, on va encore faire une arase qui sera réalisée au niveau fini de la dalle. On bouche la gaine électrique, et un bouchon de champagne fait parfaitement l'affaire.
Et hop! Et avec le reste du mortier, on est allé remplir l'espace dans le coin où il y a les raccords pour le chauffage, pour stabiliser les tubes qui auraient pu être poussés vers le bas avec le tassement de la terre, et qui solliciteraient les raccords, ce qui ne serait pas bon. Bon, et bien voilà, tout est enfin prêt pour réaliser la dalle de terre. C'est la prochaine étape. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.